Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec ces affrontements entre manifestants et forces de l'ordre au marché aux casses de Touba. Aux dernières nouvelles, le tireur a été identifié et activement recherché. Les 3 blessés sont hors de danger. Les organisations de défense de droits de l'homme demandent l'ouverture d'une enquête. Baccalauréat technique 2017, des résultats du premier tour catastrophiques à Saint-Louis. Seuls 33 sur 214 candidats ont obtenu le bac d'office. Le GRADEC et l'ONG 3D jugent impossible l'organisation des législatives avec 47 listes en une journée. Ces organisations de la société civile ont effectué ce matin une séance de simulation du vote. Afrobasket féminin 2017, Tafa Gueye lance une première sélection de 22 joueuses. Les Lyonnes qui entament le regroupement le 2 juillet vont défendre leur titre à Bamako. Et puis en fin de journal, l'invité du 20h, il s'agit de Mamadou Bal, le directeur général de la SDE. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. 2 blessés au marché aux casses de Touba à la suite d'échauffourées avec les forces de l'ordre. Ils ont été évacués à l'hôpital Matlaboul Fawzeni. Tout est parti d'une altercation entre un marchand ambulant et des agents de sécurité en charge du marché. L'enquête évolue donc selon nos sources. Le tireur a été identifié. Il est actuellement recherché. Les 3 blessés sont hors de danger. Là-dessus, je propose de suivre ce récit signé Mohamed Diop. Les choses avancent à un rythme presque inespéré dans l'enquête sur les tirs d'armes à feu au marché aux casses de Touba. Déjà ce matin, nous révélions que le tireur pourrait ne pas être membre des forces de l'ordre, police et gendarmerie qui ont assuré le maintien de l'ordre au marché aux casses hier dimanche. Un proche de l'enquête affirmait que le calibre des munitions tirées hier était de 6 mm, différent des 9 mm dont sont dotées nos forces de sécurité. Jointe il y a quelques minutes au téléphone, une source proche de l'enquête affirme que le tireur a été déjà identifié et il est activement recherché. Stop et fin. Notre interlocuteur ne veut pas s'avancer plus pour ne pas gêner le travail des enquêteurs. Sur la situation des 3 blessés, ils sont tous hors de danger, nous confirme une source hospitalière ce matin. Les échauffourées d'hier ont causé d'énormes dégâts matériels et une trentaine d'interpellations. Mohamed Diop, vous l'avez souligné, les précisions de la police qui informent que des badauds dans leur élan destructeur ont saccagé 2 postes de police du marché et vendangé des magasins. Et c'est dont la mêlée que 2 dames nommées Assal, âgée de 19 ans, et Afal, âgée de 44 ans, ont été blessées par balle. La première a été atteinte à l'avant-bras droit et à la poitrine, tandis que la seconde a reçu une balle au cou. Elles ont été admises à l'hôpital Matlaboul Fawzeni de Touba. Toutefois, la balle a été extraite du corps de la dame Antassal est une munition de calibre 6,62 mm, calibre pas utilisé par les fonctionnaires de la police qui ne disposent que de munitions de calibre 9 mm. Un communiqué donc signé le Bureau des relations publiques de la police nationale. Amnesty International Sénégal, la RADDHO et la Ligue sénégalaise des droits de l'homme condamnent également le recours à la violence par les manifestants et l'usage excessif de la force dans les opérations de maintien de l'ordre, dont les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Touba ce dimanche. Ces organisations demandent l'ouverture d'une enquête indépendante pour déterminer l'origine et les conditions d'usage des armes à feu ayant occasionné au moins 2 blessés graves et sur les allégations de mauvais traitements contre un garçon dans un poste de police de la ville. De toute autre chose à présent avec le baccalauréat technique 2017. Des résultats sont catastrophiques au premier tour à Saint-Louis. Sur un total de 214 candidats, seuls 33 ont obtenu le sésame d'office. 73 candidats doivent subir les épreuves du second tour et 108 sont ajournés. Suivons à ce propos les explications du président du jury 857, Samba Fall, qui est au micro de Ousseynou Diop et Habib Seck. Tour, on a, pour ce qui concerne la série G, 25 admis d'office, 64 admissibles et 84 ajournés, 99 ajournés. Pour ce qui concerne la série T1, on avait 26
26 candidats au total. Dans ces 26, il y avait 24 qui étaient présents. 24 présents, dont 5 admis, 7 admissibles et 12 ajournés. Pour ce qui concerne la série T2, ils étaient au nombre de 11. Ils étaient au nombre de 11. Dans ces 11, il y avait 10 présents. 10 présents, dont 3 admis et 2 admissibles. Donc, globalement, si on fait une première analyse des résultats, on voit que normalement, on ne doit pas dépasser la fourchette des 50%. 278 532 candidats répartis sur 1683 centres au niveau national. Et en Gambie, l'examen de fin d'études élémentaires démarre ce mardi et ce pour 2 jours. Des dispositifs sont mis en place pour un examen réussi. Là-dessus, nous écoutons les explications du directeur des examens et concours, Amadou Martar Ndiaye, interrogé par Fatou Kinedem et Modou Diop. Il y a eu un dispositif matériel financier qui a été également mis en place pour accompagner ces examens-là. Et c'est ce qui fait que nous aurons 1683 centres. Donc nous aurons du coup 1683 chefs de centre et chaque chef de centre aura son adjoint. Et nous aurons mobilisé également 46 420 secrétaires, excusez-moi. Et nous aurons également 18 570 surveillants. Et cette année, il y a une expérience qui est née ici à Dakar, dans certaines académies, ou pour dire exactement dans les IF de Thiaroye, de Pikine, de Guédiawaye, de Rufisque, où des enfants aujourd'hui qui ont un besoin éducatif, qui ont des besoins éducatifs spéciaux, de types différents stratifiés. Quand on aura stratifié, ça c'est des malentendants, soit déficients au niveau de la vision, et au niveau moteur. Donc vous voyez, c'est différents types d'handicaps qu'on les prenne en charge cette année parce qu'ils sont arrivés au CM2, ils doivent faire leurs examens. Autre aspect de l'actualité, hausse du prix de la viande de mouton, cherté, aliments de bétail, réglementation, abattage des brebis. Les grands éleveurs de moutons listent leurs mots. Ils étaient en assemblée générale préliminaire dans la banlieue. Les détails avec Salif Sow et Asmalik Diop. Les éleveurs s'étaient donné rendez-vous ici, dans cette salle de conférence sise à Pékin. Pour eux, l'autosuffisance en viande passe forcément par la protection des brebis. Nous voulons prendre des mesures protectrices. Ces mesures consistent à protéger les brebis qui sont en état de gestation. Donc ces brebis-là, on va les protéger, on va plus les abattre. Réunis au sein d'un réseau, les éleveurs comptent se projeter vers l'avenir, c'est-à-dire exposer leurs problèmes et accompagner l'État dans leur résolution. Pour eux, la criminalisation du vol de bétail ne suffit pas pour décourager tous les voleurs. Les éleveurs sont très angoissés face à un tel fléau. Le plus grand problème des éleveurs actuellement, c'est la lutte contre le vol de bétail. Nous avons concocté un plan pour parer à ce fléau que nous allons proposer à l'État. L'autre manche, c'est l'alimentation du bétail, souligne le président de l'association pour le développement de l'élevage à Cambérène, à Dakar et à l'intérieur du pays. La différence est nette. S'agissant de l'alimentation du bétail, c'est une course à double vitesse. Les éleveurs de Dakar nourrissent leur cheptel avec leurs poches et l'élément du bétail coûte cher. Ils n'ont pas cette faculté de faire de la transhumance quand la poche de l'éleveur de Dakar, disons, touche à ses fonds, ça se ressent au niveau de son cheptel. Les éleveurs étaient en assemblée générale préliminaire à Pékin, ce après une tournée nationale. Salif Sow, l'on s'achemine vers la spécialisation des magistrats en matière de contentieux économique et la prise en compte de la spécificité des litiges commerciaux. Le projet de loi a été adopté ce lundi à l'Assemblée nationale, compte rendu signé Mabiram Diouf et Tierno Laurent Mendy.
L'introduction de ces nouvelles dispositions portant sur le statut des magistrats permet à ces derniers d'avoir des fonctions au sein des tribunaux de commerce et chambres commerciales d'appel. Le projet de loi en procédure d'urgence a été adopté par les députés, 94 voix par rapport aux 76 requises. Un tribunal hors classe nécessite d'avoir à sa présidence un magistrat que l'on appelle hors hiérarchie. Un magistrat hors hiérarchie est un magistrat de haut rang. C'est un magistrat qui a une grande expérience découlant de sa carrière judiciaire et de l'expertise qu'il a eue dans le traitement des différentes affaires. Et on voudrait que les juridictions, cette juridiction qui va être créée, que cette juridiction puisse donc avoir à sa tête un magistrat d'une très grande compétence, parce que ces tribunaux, vous allez le voir lorsque nous allons en parler, sont nécessaires dans l'environnement des affaires. C'est un maillon manquant dans notre organisation judiciaire où on avait tous les tribunaux sans les tribunaux de commerce. La députée Hélène Tine, dans son intervention, a interpellé le ministre sur l'impact que peut avoir le système de retraite dans la magistrature sur ces nouvelles juridictions différentes des tribunaux de droit commun. Entre 2014, 2015, 2016, nous avons déjà perdu pas moins d'une quarantaine de magistrats. C'est énorme. Et ces magistrats, et pour les remplacer, c'est près de 30 ans pour arriver hors hiérarchie. Et toutes les démocraties au monde tentent d'apporter une réponse. En France, c'est le même âge. En France, on est à 65 ans. Les États-Unis, c'est une démocratie qui préfère prendre les solutions maximales. Si vous êtes nommé, vous mourrez magistrat à ce niveau de la Cour suprême. Il y a des magistrats de 95 ans là-bas, au niveau de la Cour suprême des États-Unis, d'autres qui ont 88 ans, et d'autres qui rapprochent presque les 100 ans. Et il est dit que lorsque vous êtes nommé, vous y mourrez. Donc tous les pays trouvent les solutions. 2 autres projets de loi ont été adoptés, projets modifiant les articles 5, 6, 7, 9 et 13 de la loi 2014 fixant l'organisation judiciaire et celui portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et chambres commerciales d'appel, complétant ainsi la mouture afin de les rendre bientôt fonctionnels. Biram Diouf, l'affaire Khalifa Sall s'est invité ce matin à l'Assemblée nationale lors du passage du garde des Sceaux. Maître Sidiki Kaba n'a pas souhaité en parler. Pour lui, le dossier est pendant devant la justice. Hélène Tine, de son côté, s'est offusquée du comportement des députés de la majorité. Je propose de les écouter. Il ne faudrait pas que les gens cherchent à donner des leçons à leurs collègues. Je pense que les gens sont libres de se comporter en répondeur automatique dans cet hémicycle, mais ils devraient laisser à leurs collègues le choix de poser les questions qu'ils pensent, qu'ils jugent nécessaire de poser. Je voudrais savoir aujourd'hui qu'est-ce qui est prévu par le gouvernement du Sénégal. Vous êtes le ministre de la Justice, pour que ce candidat, durant cette campagne-là, puisse jouir de ses droits civiques et politiques. Je ne voudrais pas commenter des dossiers qui sont en cours, mais il va de soi que tous les Sénégalais ont des droits. Et je voudrais tout simplement préciser que lorsque vous n'avez pas été condamné par une décision de justice définitive, ça veut dire quoi? Vous pouvez être jugé par un tribunal de première instance. Ça, c'est une première décision. Si vous relevez appel, le juge d'appel vous juge. Et que si vous n'êtes pas d'accord avec le juge d'appel, vous pouvez faire un pourvoi en cassation. C'est un pourvoi en cassation qui est la décision définitive. On dit alors cette décision-là, alors que lorsque on la transmet au niveau du greffe, qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle devient une décision définitive. À partir de ce moment seulement, que la présomption d'innocence dont vous bénéficiez pourrait donc être écartée. Mais tant que cela n'intervient pas, vous avez tous vos droits. La sortie d'Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste, regrettant la situation que vit Khalifa Sall. L'analyste politique Mbaye Sidi Mbaye estime que le moment est mal choisi pour exprimer ses regrets. Il s'en explique au micro d'Alassane Ba et Diafaraba. Je pense qu'il n'est pas interdit d'exprimer ses bons sentiments. Ce que l'on peut regretter, c'est que ce soit un peu tard, parce que ces sentiments, s'il les avait exprimés avant, et surtout s'il les avait exprimés devant qui de droit, peut-être que nous n'en serions pas là. Ce n'est pas la sympathie, ce n'est pas
l'empathie. Je pense réellement que c'est une sortie à valeur politique. Évidemment, les bonnes âmes diront que ndeysaan, ils regrettent. Mais cela peut toucher quelle partie des socialistes? Nous traversons un moment assez compliqué de manière interne pour Benno Bokk Yakaar. Personne ne pensait que cela viendrait de là. Assez compliqué, encore plus compliqué pour les socialistes, qui se sont encore scindés dans d'autres circonscriptions, etc. Et donc je pense que c'est un mauvais calcul que d'avoir mis le maire de Dakar en prison, en espérant qu'on aurait tout de suite une majorité automatique. À Tivaouane, la publication des listes en vue des législatives continue de défrayer la chronique au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Des menaces de vote sanction et de démission sont brandies. Là-dessus, je vous propose de suivre ce reportage signé Cheikh Anta Diop et Seila Tir, nos correspondants sur place. Après la sortie des frondeurs de Benno Bokk Yakaar de Tivaouane, suite à la publication de la liste de la coalition en vue des législatives, certains militants de l'APR s'insurgent contre ce qu'ils considèrent comme une humiliation. Le ministre Abdou Ndéné Sall, coordonnateur de l'APR, et le maire de Tivaouane sortent de leur mutisme et tentent d'apaiser. Ces investitures ayant fait l'objet de désapprobation et de réserve de la part de certains d'entre nous ont poussé aujourd'hui à nous réunir dans le cadre d'une réunion qui finalement est une assemblée générale pour nous exprimer par rapport aux décisions qui sont prises par le président de la République, à qui, je rappelle, on avait donné un blanc-seing pour le choix des candidats dans le département de Tivaouane. Nous reconnaissons à ces frondeurs entre guillemets, le droit et la légitimité de ne pas approuver cette décision, mais nous les invitons à les accepter. Il faut que nous fassions tous preuve de dépassement de nos personnes. À propos des menaces de vote, sanctions et de démission chez les frondeurs, le coordonnateur de Benno Bokk Yakaar de Tivaouane appelle au calme et annonce des concertations avec les différentes composantes de la mouvance présidentielle pour arrondir les angles. C'est pourquoi vraiment nous sommes tous réunis. Nous allons parler avec tout le monde pour que les gens comprennent le sens de cette élection qui est vraiment d'avoir une majorité confortable au niveau de l'Assemblée pour la stabilité du pays. C'est pourquoi nous tous, nous devons nous mobiliser pour lui assurer une victoire éclatante au niveau de Tivaouane. Entre contestation, colère et menaces de vote sanction, ça sent le roussi au sein de Benno Bokk Yakaar. Ça grogne également du côté des apéristes de Médina Yoro Foulah. Ils condamnent le choix qui a été opéré à l'occasion des investitures. Ces populations, ces apéristes se considèrent comme des laissés pour compte. Abdoulaye Diallo. Des responsables politiques de l'APR condamnent avec la dernière énergie le choix qui a été opéré à l'occasion des investitures en vue des prochaines élections législatives. Du coup, ils sont très remontés contre le président de leur parti qu'ils accusent d'avoir été passif face à une pareille situation. On ne peut pas être président du conseil départemental, on est encore conseil économique, social et environnemental, on est aussi responsable de président de l'association des cotonculteurs. Donc, et en même temps aussi, on te dit que c'est toi le député. Le choix ne nous agrée pas et c'est pourquoi aujourd'hui, nous venons ici pour partager avec l'ensemble de la population pour que le président de la République sache que nous travaillons pour lui. Mais pour cette investiture, nous allons croiser les bras, nous n'allons pas mouiller le maillot. Nous sommes derrière lui. Mais quand même, trop, c'est trop. Moi, que je sois membre fondateur du parti, que de telles décisions se prennent au niveau du département de Médina Yoro Foulah. Ça, l'investiture, franchement parlé, mais ça, du sel. Toute surprise mortelle, ça. Parce qu'il y a des gens avec qui j'étais à l'hôtel, beaucoup de gens n'avaient pas mangé ce jour-là. Parce que c'était une surprise totale. D'abord, pourquoi? Moussa, c'est quelqu'un qui est venu. Médina Yoro Foulah est une collectivité locale où une femme n'a jamais occupé un poste de responsabilité au niveau national. C'est pourquoi ces dernières réclament leur part du gâteau.
Nous, femmes de Médina Yoro Foulah, sommes très en colère à cause de cette investiture. Tellement que nous avons été surprises, nous ne sentons même pas les effets du Ramadan sur nous. Tout ceci se résume au fait que le Benno Bokk Yakaar ne respecte pas les femmes du département de Médina Yoro Foulah. C'est pourquoi en amont, nous avions voulu que le président nous prenne en compte dans le cadre de la liste nationale. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Ce département où tout est priorité a besoin pour son développement de la main de toutes les forces vives de sa population. À Linguère, le secrétaire départemental du PDS, Habib Sy, a définitivement quitté le parti de Maître Abdoulaye Wade. Le choix du PDS sur le responsable communal Abdou Thiam pour diriger la liste de la coalition gagnante est à l'origine de cette démission. Je propose d'écouter le concerné qui s'explique au micro de Moudoumbaye. Il s'agit d'une démission collective de la Fédération de Linguère du Parti démocratique sénégalais. C'est parce que cette fédération s'est sentie humiliée. Elle a senti que c'était un affront de la part de la direction du parti. Parce que la direction du parti a désavoué la fédération en ce qui concerne une mesure démocratique et majoritaire qui a été prise pendant les investitures pour les élections législatives. Ce que la direction du parti a fait est un détournement, c'est un délit, c'est une infraction, un détournement de la volonté de la majorité. Et comme tout délit, il doit être sanctionné. Et ici, la sanction devrait être prononcée par le tribunal des urnes le 30 juillet 2017. Pour la tête de liste de la coalition gagnante Ouattara-Sénégal, Abdou Thiam, l'ancien ministre d'État de Wade, a quitté le PDS depuis 5 ans. Le responsable communal de Dara ajoute que seuls 3 des 19 responsables que compte Dara, le département, ont assisté à cette réunion. Vous avez assisté à la réunion. Il a organisé une réunion dans son salon. Ça veut dire que donc une réunion familiale. Et au niveau du département de Linguère, je voudrais en tout cas vous dire aujourd'hui que l'ensemble en tout cas des sections du département de Linguère, l'ensemble des responsables n'ont pas assisté à cette réunion. Nous savons que pendant 12 ans, le parti Abdoulaye Wade a tout fait pour Habib Sy. Donc depuis que même le parti est dans l'opposition, nous avons vu qu'Habib Sy est reparti depuis 5 ans. On ne l'a pas vu. Et depuis lors, nous avons pris notre courage à deux mains. Avec les responsables, nous avons commencé à en tout cas descendre sur le terrain. Aujourd'hui, Dieu merci, aujourd'hui Habib Sy a appelé. Il n'ose pas appeler au niveau de Linguère une réunion, au niveau de la mairie, au niveau, du centre Aline Badès. Il n'ose pas le faire. Ça, il le sait. Donc aujourd'hui, on sait qu'il a organisé une réunion dans son salon. Mais ça veut tout dire. Je vous l'annonçais dans les titres, 3 à 5 minutes vont suffire à l'électeur pour effectuer le vote. Donc impossible d'organiser les échéances en une journée avec 45 listes. C'est le résultat de la simulation organisée par le GRADEC et l'ONG 3D. Ces organisations de la société civile ont organisé ce matin un panel dont le thème est comment garantir le droit de vote du citoyen face à la pléthore de listes de candidats. Objectif, aider les acteurs politiques à trouver un consensus. Compte rendu signé Alassane Ba et Diafara Ba. Après simulation, le résultat, environ 3 à 5 minutes vont suffire à un électeur d'effectuer le vote avec 47 listes. Impossible d'organiser l'élection en une journée. Vous avez vu qu'il est pratiquement fastidieux pour les électeurs de voter, ce qui risque de constituer un motif d'abstention pour cette élection-là. Mais du point de vue opérationnel, du point de vue matériel, il est pratiquement impossible dans ces conditions-là de faire des élections transparentes et libres. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous avons pensé associer l'ensemble des parties prenantes au processus électoral, ce qu'on appelle les OGE. C'est une vitalité, c'est l'expression de la vitalité. Mais c'est vrai que ça révèle aussi, il faut le dire, quelque chose de pathologique. Pathologique pour la simple raison que je pense que la démocratie sénégalaise est à la croisée des chemins.
on est arrivé à un moment où il faudrait quand même essayer de concilier le libéralisme de la liberté de candidature et la nécessité de rationaliser les candidatures pour avoir une compétition électorale assainie et une compétition électorale qui offre de la visibilité aux citoyens. Une situation qui risque de décourager des électeurs et donc de créer un taux élevé d'abstention. Pour éviter tout cela, l'expert électoral Ndiaga Sylla préconise 4 solutions. La première option donc, qui s'offre, c'est l'usage du bulletin unique, qui est une pratique courante dans la sous-région. Maintenant, la deuxième option, il faut le dire, c'est l'usage justement donc, des 5 bulletins, permettre à l'électeur de n'être pas obligé justement de prendre l'ensemble des bulletins de vote qui est mis à sa disposition. La troisième option consiste justement à placer tous les bulletins au niveau de l'isoloir, en prévoyant un nouveau type d'isoloir où justement l'électeur peut-être sera vu à partir justement peut-être de sa poitrine. Donc c'est une sorte d'isoloir à mi-hauteur pour dissuader un peu les mal intentionnés. Peut-être c'est ce qui serait tenté peut-être de venir dérober l'ensemble des bulletins des autres candidats. La quatrième option maintenant justement qui s'offre à nous, c'est un peu la possibilité peut-être de préparer des bulletins prédécoupés. Un consensus des acteurs politiques peut régler le problème. Et c'est l'objet même de cette rencontre. Pour Ismaël Madior Fall, il faut partager le travail avec le ministère de l'Intérieur pour les aider à empêcher un risque pour notre démocratie. Alassane Ba, célébration présent de la journée mondiale de la drépanocytose. Ce lundi 19 juin, à Saint-Louis, plus de 200 malades vivent dans la commune. Les drépanocytaires vivent en véritable calvaire. Ils demandent le soutien du gouvernement et la prise en charge des patients. Nos reporters à Saint-Louis ont rencontré la cellule locale qui souffre du manque de soutien des autorités. Reportage signé Ousseynou Diop et Habib Sek. Ce lundi 19 juin 2017 est célébré partout dans le monde la journée mondiale de la drépanocytose à Saint-Louis. Les malades vivent le calvaire. Babacar Diagne a aujourd'hui 19 ans. Depuis l'âge de 7 ans, sa santé s'est détériorée à cause de cette maladie. C'est une maladie très difficile à soigner. Depuis l'âge de 7 ans, je vis avec. Au début, je ne savais pas que je suis malade. Parfois, les voisins viennent à mon secours après une longue crise pour m'amener à l'hôpital. Je ne fréquente plus l'école coranique à cause de la maladie. Tous les jours, je me lève à 3 h du matin à cause de la douleur. Le jeune Babacar Diagne est aussi confronté à un problème de moyens pour se soigner. Parfois, ma maman a des soucis pour acheter un médicament. Elle a emprunté de l'argent dans tout le quartier. Elle a même des problèmes pour sortir dans le quartier. À Saint-Louis, les malades ont lancé un cri de cœur à l'endroit des autorités pour la prise en charge des patients de type SS et AS. Ces malades-là, vraiment, ils souffrent non seulement de la maladie, qui est la drépanocytose, mais de la non-assistance. Actuellement, à Saint-Louis, on a le professeur Ibrahima Diagne, qui est le point focal national. Nous, de Saint-Louis, nous le sollicitons à tort et à travers. Mais concernant les autres, nous sollicitons au niveau de la commune, en premier lieu, de l'État, et enfin de la Fondation Servir le Sénégal, pour au moins qu'on puisse avoir une petite assistance vers les malades de la drépanocytose à Saint-Louis. Si mon fils n'a pas de médicaments pour se soigner, je suis obligé d'emprunter. Je suis prêt à aller mendier, à vendre mes habits pour qu'il soit en vie. Si la crise l'attaque, il devient inconscient. Président Macky Sall, avec autorité Saint-Louis, c'est une La commune compte plus de 200 malades réunis autour de la cellule locale. Seuls 52 membres sont actifs. Aujourd'hui, les malades de la drépanocytose demandent au ministère de la Santé, à la première dame, Mme Marième Faye Sall, et au chef de l'État de les prêter assistance, car beaucoup d'entre eux sont issus des familles démunies. Et puis le Crédit Mutuel du Sénégal se trouvant à Liberté 6 a été victime d'un cambriolage. C'était ce matin, le matin aux alentours de 10 h, nous dit-on. 7 à 8 millions de francs CFA ont été emportés. Les ravisseurs étaient armés jusqu'aux dents. Aïssatou Païfal y est allé. 10 h, des hommes armés surgissent dans les locaux du Crédit Mutuel 6 à Liberté 6. Armés au nombre de 3, ils intiment aux agents l'ordre d'exécuter toutes leurs directives. Résultat, un butin de 8 millions. Fekk benn femme di dugg ci biir banque bi xam naa daf leen jàng ne ñii lu tax ñi tëj heure bi am lu tax bu mu dugal loxom ci biir pour ubbi waa ji jàpp loxo bi këcc ko bu femme bi fippu génn ko léegi nag ci gars yi ko wulu defuñ dara
léegi bu femme bi bu mu génnee fekk ñu fii ci ginnaaw kii bi fekk ñu yëb béton bi bu bëgg a dem mu ñëw xam nga jigéen bu tiitee rek day kii mu ñu cax ne ñii ay agresseur na ñooy attaque moom ci banque bi lañ jóge te yeew nañ ñi nekk ci banque bi ma ne ñii ñu leen yoree ñii ay saak ñu mel kenn foogu leen ne ñoom yor nañ ay dañuy attaqué mu ne ñoo ngi noonu di dem fekk nag mu tombé ñu yëb bagage yi di dem. Course-poursuite à cheval, résultat des courses, l'animal blessé. bi ma leen toppee ci kaw dañu foog ne man dem leen di wéjal wala soit damay topp seen kaw léegi nag bu ma tolloo ko kii bi buntu jumaa ji la waa ji keneen ñett lañu keneen ki ku xees la am yaram keneen ki ku ñuul la keneen ki xama ku ñuul la am yaram tuuti sew keneen ki dañu coppalante daal tolloowuñu kooku moo fekk arme bu mu yor de koo laxas julukaay yooyu dañuy toog simple nii bi ma tolleeg ñii waa ji nee ne wàññeekul ma ne wàññeekul ci lan keneen ki ku xees ki moo njëkk a génne arme tiré ci kaw ku ñuul ko moo ne kattal ndeem wàññeeku bi may tourné nii yor gis arme bi bu may tourné moom tamit bu may tourné nii la waa ji génne arme bi mais ku xees ki moo njëkk a tiré alerte moo njëkk a xam dañuy gaawantu tiré ci kaw teew keneen ki moom mu yor arme ki tiré fas bi ku ñuul la bi may tourné nii rek la sëgg man foo na bali sax kii ndax xam man moom sama fit dépassé na foofu man foogu ma ne sax day kii mu tiré ci suuf bi may tiré ma foog sax bali. Nous excusons pour ces petits désagréments. La page des sports à présent que nous démarrons avec la liste des 22 lionnes publiée par Moustapha Gueye, Fatou Dian, Ndeye Khadidjan, Mam Jojo Diouf, Ndeye Fall, Elma Malou, Ndeye Sen, Oumoul Khairi Thiam, Aya Traoré, Sohnali Kassi, Diary Diouf, Sabel Diatta, Assou Traoré, Dado Faye, Oumou Khairi Sarr, Mam Marissi, Aminata Fall, Oumou Kalsom Touré, Aïcha Sidibé, Maïmouna Diarra, Ramata Daou, Ndeye Amisil et Aïda Fall. Donc une liste de 22 qui vont entamer la préparation à partir du 2 juillet prochain. Les Lions, rappelons-le, vont défendre leur titre de champion d'Afrique à Bamako. Basket toujours avec l'AS Ville de Dakar et Diaraf. Ce sera l'affiche de la finale de la Coupe du Maire. L'AS Ville de Dakar qui a battu hier le Dakar Université Club 65-42 en succès de plus pour l'équipe du moment qui satisfait son entraîneur Moustapha Gueye. Le Ville de Dakar ne peut pas être un match facile. Peut-être qu'au vu du résultat final, on pourrait le dire. Mais en venant, on s'attendait à un match beaucoup plus difficile. C'est vrai qu'aujourd'hui, mes joueurs ont fait un match presque parfait au niveau de la réflexion, au niveau de l'application. Ils ont fait un match très sérieux. Bizarrement, Duc n'était pas dans son bon soir cet après-midi. Tant mieux pour nous. Il n'y a pas de fatigue, chaque équipe vient avec ses arguments. C'est vrai qu'aujourd'hui, on était dans un meilleur jour. On les a fait un peu bouger par rapport au plan qui était prévu, mais je pense que on mérite notre victoire et il ne faut pas dormir sur les lauriers, il faut aller se reposer et préparer le match suivant. Mais pour le moment, on a une coupe, c'est vrai, très importante, la Coupe nationale. On va préparer les autres matchs. Il faut arrêter de parler de notre équipe, il faut arrêter de juger les autres équipes. Prenons match, après à la fin de la saison, on évoluera. Voilà, c'était donc la page des sports. Avant de recevoir notre invité d'abord, je propose de suivre ce reportage sur la pénurie d'eau aux parcelles Zasseni Unité 18. Ces populations qui achètent le liquide précieux, d'autres se lèvent à 3 heures du matin, parfois des heures, pour remplir leurs bouteilles d'eau, leurs seaux d'eau. Ces habitants de ce quartier Saint-Denis, ils ne veulent plus de factures salées. Un reportage signé à Maïmouna Ndiaye et Mardia. Hassan Si s'apprête à préparer du café destiné aux jeûneurs. En ce mois béni, le jeune homme fait le tour de son quartier pour remplir ses réserves d'eau. Nous sommes à l'unité 26 des Parcelles Assainies. Cette ménagère, elle aussi, est très remontée. ñu nañ toog ñetti weer duñu gis ndox dañoo root ba feebar gis nga ma sama kanam yëpp dem na xanaa sonn rek coono daal la wax dëgg yàlla ba pare facture bu ñëw gën a cher te duñu root duñu gis ndox ak koor gi xanaa sonn rek doo nelaw ba doyal soo bëggee bëgg a taali ndogu balaa ngay dem taali ndogu kër bu nekk di nga fa dugg pour ñaan ndox. Dysfonctionnement dans la distribution de l'eau,
Une situation qui perdure dans ce quartier de Dakar. Ce père de famille parle même d'absence d'information. Est-ce que boo leen woowee dañ naan la ndox dina am amuñ kenn ku ñu am fam ñun ndax xamuñ lan la daal wax dëgg yàlla xamuñ lan moo tax amuñu ndox mais amuñu ko guddi amuñu ko bëccëg yëkkati nañ bidon ba xamatuñ lu ñuy niru. En attendant le retour de la situation normale, les habitants de l'unité 26 des Parcelles Assainies disent plus jamais ça durant le Ramadan. Voilà l'invité, il est sur le plateau, Monsieur Abdoul Bal, directeur général de la SDE. Bonsoir, Monsieur Bal. Bonsoir, Cheikh Tidiane. Alors, vous avez suivi ce reportage, beaucoup de quartiers de Dakar frappés ces derniers temps avec cette pénurie d'eau. Mais dites-nous d'abord, qu'est-ce qui est à l'origine de ces désagréments? Merci, cher. On va y arriver tout à l'heure. Je voudrais d'abord m'excuser au niveau de ces populations, au nom de la Sénégalaise des eaux et de tous ceux qui sont chargés aujourd'hui de faire en sorte que les clients aient de l'eau. Permettez-moi aussi de sacrifier à un rite. Nous sommes en plein Ramadan, les 10 derniers jours. On dit que c'est les meilleurs. Mais nañu ñëpp baal ak comme on dit, une Sénégalaise des eaux. Voilà. Cela dit, je prie le ciel qu'il exauce nos prières. Alors, cela dit, nous, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est assez simple. Dakar est une grande ville. Nous produisons environ, je ne veux pas vous fatiguer avec les chiffres, près de 360 000 m3 par jour pour alimenter les populations de Dakar. Nous sommes en début de canicule, en début de saison chaude. Qu'est-ce qui se passe? La demande, elle augmente. Alors, la demande, l'offre ne couvre pas la demande. Il y a un gap. Et quand ça existe, quand nous sommes devant une telle situation et que nous approchons la période chaude, nous sommes à ce qu'on appelle une situation de pointe. Il n'y a pas suffisamment d'eau et ce qui le sentent, c'est qui? C'est les populations qui sont dans une situation géographique particulière. Partie haute de Dakar, au bout de réseau. L'unité 26 en fait partie, l'unité 16 en fait partie et d'autres quartiers dont on va parler tout à l'heure. C'est pour ça qu'ils sentent en premier ce manque d'eau et ils vivent la situation qu'on vient de décrire tout à l'heure. Encore une fois, nous nous excusons au niveau de ces populations. Mais justement, vous nous donnez ces informations avec leur situation géographique, mais quand même c'est un problème qui est là et qui date de longtemps et qui n'a toujours pas été résolu. Alors, je suis désolé de prendre votre contre-pied, cher, il ne date pas de longtemps. Les pénuries d'eau, quand même... On a connu, oui, on a connu des périodes de pénurie d'eau et puis par la suite, nous avons mis en œuvre des solutions qui ont permis d'apporter des solutions à ces pénuries d'eau. Il n'y a pas bien longtemps, il y a 2 ans, j'étais ici pour parler d'un quartier qui s'appelle Nord Foire où il y avait pénurie d'eau. Aujourd'hui, il n'y en a pas. On a parlé d'un quartier qui s'appelle Ouest Foire où il y avait pénurie d'eau. Aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est vrai que la frontière s'est quelque peu déplacée et aujourd'hui, nous connaissons des difficultés au niveau de ces quartiers. Il y a des solutions. Mais en 2014, lorsque vous aviez mis en place ce programme de renforcement d'alimentation en eau au niveau de la région de Dakar, quand même, on nous disait que d'ici 2 ans, on n'entendra plus parler de pénurie d'eau au Sénégal. Alors, nous sommes en 2017. Ça me permet de retracer la genèse du problème. Alors, quand on dit manque d'eau, c'est parce que l'offre ne suffit pas pour couvrir la demande. Nous avons mis en place les solutions, c'est en plusieurs étapes. Première solution, programme d'urgence, vous l'avez rappelé en 2014. Ça a répondu aux sollicitations des besoins des populations de Nord Foire, Ouest Foire, et ces populations ne rencontrent plus de difficultés. La solution pérenne, elle est en train d'être mise en œuvre par nous, les professionnels de l'eau, SDE, SONES, sous l'autorité du ministère de l'Hydraulique. C'est quoi? C'est l'usine de Kermoumarsar numéro 3, et puis c'est surtout l'usine de dessalement que nous allons mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en eau de la ville de Dakar de l'horizon 2030. En attendant, entre ces 2 étapes, nous réalisons ce qu'on appelle des programmes d'urgence pour coller à la demande. Nous avons fait en 2014, nous avons fait en 2015, nous allons faire en 2016 et 2017. En attendant, chaque fois que la canicule approche, nous connaissons ce type de difficultés et encore une fois, nous nous excusons. Est-ce que la canicule n'a pas bon dos? Quand il s'agit d'électricité, on indexe la canicule et là également c'est pareil. J'ai commencé par dire que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau pour tout le monde. C'est d'abord ça la raison primaire. Et c'est renforcé par le fait que nous sommes en situation de pointe. C'est ça qui arrive aujourd'hui et qui fait que nous connaissons ces difficultés. Et nous allons faire en sorte que dans un avenir proche,
qu'il n'y ait plus de ce type de manque d'eau au niveau de Dakar. Vous êtes optimiste. Nous avons entendu le ministre de l'Hydraulique sortir dans face à face avec le Premier ministre qui disait que ces perturbations vont sans doute subsister. Apparemment, cela n'augure pas de lendemain meilleur. Ah si, le ministre de l'Hydraulique a été assez précis. Il a dit exactement la chose suivante. Il y a ces difficultés. La solution, c'est la mise en œuvre de grosses solutions, les solutions que je viens de dénoncer. La construction de l'usine de Keur-Momar-Sarr, les travaux vont démarrer, mise en place par la Société de patrimoine La SONES. Ça y est, c'est un projet, c'est en cours d'exécution pour satisfaire la demande de 2035. Nous allons réaliser une usine de dessalement. En attendant, ces difficultés vont quelque peu subsister et nous mettrons en œuvre des solutions d'urgence pour coller à la demande. Et justement, c'est quoi ces solutions d'urgence? Exactement là, très bonne question, cher. Les solutions d'urgence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous allons réaliser une batterie de forage au niveau de la région de Pout pour faire en sorte d'apporter des solutions à ces difficultés que nous avons rencontrées au niveau de ces quartiers. Permettez-moi de dire que cette problématique est connue. Bien entendu, Dakar, c'est une ville qui grandit vite. Il faut faire en sorte que les ouvrages collent à la demande et nous sommes dans cette perspective. Ces difficultés, aujourd'hui, elles sont là. Ce n'est pas toute la ville de Dakar, encore une fois, je voulais le préciser. Nous en avons à Guédiawaye, nous en avons au Parcelles Assainies, tel que ça a été dit. Nous en avons dans la région du Rufisque et puis ici à Dakar, dans des quartiers comme Arafat de Grand Yoff, comme Bentali, Nyaritali et quelques quartiers aux alentours. Vous avez suivi ce reportage et vous avez certainement entendu ces populations qui grincent les dents en parlant de factures salées alors qu'ils n'ont pas d'eau. C'est peut-être au cas par cas que nous allons juger. Qu'est-ce qui se passe quand nous distribuons de l'eau? C'est assez simple. Chez vous, certainement, vous avez un compteur. On vient regarder l'index du compteur à une date, l'index 60 jours après, puis nous appliquons le tarif. C'est ça qui se passe. C'est vrai que quand on n'a pas d'eau tout le temps, on a comme l'impression que la facture est assez exagérée. Mais je peux dire qu'on n'est pas loin de la sincérité des consommations. La problématique, c'est d'apporter de l'eau aux populations. Et nous y attelons de manière très sûre, très ferme, pour que dans un avenir proche, cette affaire soit complètement oubliée. Et encore une fois, on s'excuse au niveau de ces populations. Nous avons démarré ce partenariat avec l'État et avec la SONES en 1996. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait près de 100 000 mètres cubes d'eau de déficit. Les solutions ont été apportées par la suite. Nous sommes passés de 200 000 clients à 700 000 clients aujourd'hui. Ça explique aussi le fait que les besoins ont été décuplés. Mais les usines de traitement de production d'eau sont en cours d'exécution. Et puis le souvenir, ce problème sera derrière nous bientôt. Monsieur le directeur, les Sénégalais ont de l'eau, mais beaucoup se plaignent de la mauvaise qualité, si j'ai pu dire, de cette eau. On a souvent l'habitude de nous dire l'eau doit être incolore, inodore et sans saveur. Et visiblement, ce n'est pas toujours le cas. Nous avons appris ça à l'école primaire. Nous, les professionnels de l'eau, pour caractériser la qualité de l'eau, nous avons deux paramètres. Ce qu'on appelle la physico-chimique. Est-ce qu'il y a des paramètres qui dépassent des teneurs indiquées par l'Organisation mondiale de la santé? Et le deuxième paramètre, c'est la qualité bactériologique. Est-ce qu'il y a des microbes qui peuvent générer des maladies quand on consomme cette eau-là? On n'est pas dans ces cas de figure. Évidemment, ça, c'est les éléments techniques. Je suis d'accord que quand il y a ce qu'on appelle la qualité perçue, et puis quand l'eau a une certaine coloration, on n'a pas envie de la boire, et nous allons faire en sorte également de faire en sorte qu'il n'y ait plus cet aspect de coloration rougeâtre au niveau de l'eau qu'on distribue. Mais l'eau, ça fait partie des produits les plus contrôlés au monde. Et faites-moi confiance, il n'y a absolument pas de danger à consommer l'eau produite au robinet. Donc, en termes de qualité d'eau, on peut dire que le Sénégal est au-dessus ou bien au standard des normes de l'OMS? Nous sommes au standard des normes de l'OMS. Et puis ce que je voulais dire, c'est qu'en matière de qualité d'eau, en matière de distribution d'eau, le Sénégal est un des rares pays à avoir atteint les objectifs les OMD, ce qu'on appelle les objectifs des millénaires pour le développement. Et bientôt, nous allons atteindre les objectifs de développement durable par le fait de ce partenariat et de tous les investissements qui ont été mis en place, et puis par le fait de l'implication de la Sénégalaise des eaux dans ce dispositif, dans ce partenariat public-privé sous l'autorité du ministère de l'Hydraulique. Ok, M. Ball, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce projet de Keur-Momar-Sarr 3, le financement est bouclé. Où est-ce que vous en êtes maintenant? C'est un projet qui a été monté par notre partenaire, la SONES, Société de patrimoine, qui a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs bailleurs de fonds partenaires au développement. Aujourd'hui, c'est un projet qui entre dans sa phase de réalisation pour être mis en exploitation dans les années, à l'horizon 2021.
Alors, à quand l'autosuffisance en eau? L'autosuffisance en eau, comme on a dit, c'est à cet horizon. Mais entre maintenant et 2021, nous allons mettre en œuvre ces solutions d'urgence pour amoindrir les difficultés des populations. Voilà. Alors, M. Bal, on entend rarement la SDE faire des actions dans la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, contrairement à d'autres sociétés. Alors, c'est quoi le problème? C'est peut-être parce que nous n'avons pas suffisamment communiqué. Vous avez suivi avec nous récemment, nous avons été à Médina Gounass pour réaliser un forage suite au sinistre que nous avons connu. En tant que Sénégalais, nous avons tous été choqués, meurtris par cet événement, l'incendie à Médina Gounass. Toute l'équipe de la SDE s'est mobilisée pour apporter notre savoir-faire en réalisant un forage pour accompagner cette localité. Avant ça, c'était Gorée. Vous avez suivi aussi Gorée. Nous avons offert du matériel d'assainissement, de collecte des ordures. Nous avons offert une pirogue pour faire en sorte de ramasser les ordures et les amener hors de Gorée. Beaucoup d'actions ont été faites. À Nit, où nous sommes, nous avons équipé le village de Nit en réseau d'électricité. Nous avons également réalisé un collège. Nos voisins, l'école Doudoumbach, nous les avons équipés en centre informatique. Je peux citer les exemples, ils sont assez nombreux. Les maisons d'arrêt de Dakar, nous contribuons au bien-être des prisonniers, passez-moi l'expression, et nous allons bientôt faire d'autres actions de plus grande envergure en termes de responsabilité sociale d'entreprise. C'est notre responsabilité et nous allons nous y engager de manière très ferme. Vous avez dit que vous ne communiquez pas beaucoup. C'est parce que vous le voulez ou bien c'est une défaillance? Ouais, on va y aller. Vous avez posé la question. Il faut communiquer sur ce qu'on fait. Je suis bien d'accord. Mais notre meilleure communication, c'est vous les journalistes. Il faut nous accompagner peut-être dans ce type d'action et nous allons nous y atteler bientôt. Voilà, merci Monsieur Bal. De rien, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est fini également pour ce journal de 20h. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.